Bonjour, nous sommes négociateurs professionnels. Nous avons inspiré la série qui met en scène Éric Beaumont. Ensemble, nous allons décrypter les épisodes de Ransom. La négociation n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti. Vous avez marqué un arrêt, vous avez élevé la voix, et vos pupilles se dilatent. Qu'est-ce que vous me cachez? Plus il met de temps à retrouver la mémoire, et plus il me manque de respect. Augmentation de la hauteur tonale, dilatation de la pupille, latence également, le temps de réponse qui peut être plus long, ce sont des indices de tromperie. Alors, encore une fois, il n'existe aucune réponse universelle liée au mensonge, chacun réagit différemment en fonction des situations, mais ce sont des petits indices qui sont généralement liés à la charge cognitive, l'augmentation de l'effort mental que les gens vont devoir produire, qui vont nous permettre justement de révéler certaines choses à l'insu des personnes avec lesquelles on peut rentrer en négociation. Sur une négociation sociale, nous avons eu à faire face à une partie adverse très véhémente qui a formulé une menace importante et chaque fois qu'elle formulait cette menace, on pouvait constater une augmentation de la hauteur tonale, une dilatation de la pupille et ça, ce sont des marques de stress. Alors, ce ne sont pas des marques universelles de mensonge, bien sûr, mais en l'occurrence, ça nous a permis de comprendre que la partie adverse mentait chaque fois qu'elle faisait cette menace et qu'elle n'était pas prête à aller jusqu'au bout. Regardez, une seconde. Voilà, ça y est. Quand tu dis le mot honnêteté, tu vois, il a une micro-expression qui trahit son émotion. Donc il ment, c'est ça? Non, en tout cas, pas consciemment. Ça relève plus de la dissonance cognitive. Il est confronté à deux images de sa personne qui sont incompatibles, du genre « je suis un homme bien, j'ai pas pu faire de mal à quelqu'un ». À ce moment de la série, Oliver va détecter une micro-expression sur le visage du sénateur. Qu'est-ce que c'est qu'une micro-expression? C'est une fuite émotionnelle. Chaque fois qu'on a une émotion, on va avoir une activation musculaire incontrôlable, universelle, tout le monde les a, et reconnaissable. On peut la raccrocher à une émotion bien précise. Si on arrive à trouver l'émotion représentée par cette micro-expression, on sait toujours l'émotion que la partie adverse ressent. Il y a quelque temps, Laurent et moi étions engagés sur une négociation particulièrement difficile, très tendue, des insultes, des menaces, des ultimatums, et la partie adverse se mettait véritablement en colère. Voilà, on voyait véritablement la colère sur son visage. Le seul souci, c'est qu'à chaque fois qu'elle se mettait en colère, on voyait des petites micro-expressions de peur. Les lèvres se rétractaient vers l'arrière. Ce qui voulait dire que l'émotion qu'elle affichait était la colère, mais la véritable émotion qu'elle pouvait ressentir était de la peur. Quand Oliver va détecter les micro-expressions du sénateur, il va permettre à Eric de comprendre l'émotion et de la traiter. Le job du négociateur, c'est de traiter l'émotion, voire de la neutraliser, pour éviter qu'elle ne vienne impacter la qualité de la relation. Dans l'exemple qu'on vous donnait tout à l'heure, la partie adverse qui formulait ses menaces et ses ultimatums qui était en colère, et alors que son émotion véritable était de la peur, notre job en l'occurrence c'était de traiter la peur. Parce que si on reste sur la colère, la négociation va durer des jours, des semaines, des mois, et on est à côté de la plaque. Alors que si on est en mesure de traiter la véritable émotion, c'est-à-dire la peur, la négociation prend une autre tournure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été en mesure de trouver une solution négociée le jour même. Elle va au Laos pour se marier. Va-t'en maintenant. Michel, allez debout, réveille-toi, il faut qu'on se sauve, on part tous les deux. Non. Je sais que tu es mon petit. Oh, je te jure que je savais pas qu'ils allaient t'emmener. J'ai lu les lettres. Je me souviens, mon père disait toujours à quel point ma mère était une femme heureuse. Il m'a menti. Elle l'a jamais aimée. Elle est amoureuse de ton père et le mien l'a enlevée pour en faire sa femme. Oui, et aujourd'hui, mon père t'a enlevé à son tour pour se venger. Je t'avais dit de pas te mêler de ça! Stop! Arrête, stop! Il fait pas de mal, laisse-le tranquille! Ryan, c'est moi qui choisis de partir. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui me retient ici. Bien, on voit dans cette partie de l'épisode que la jeune fille est sous l'emprise de son ravisseur. Alors qu'est-ce que c'est qu'être sous emprise? C'est perdre sa capacité de discernement, sa capacité à prendre des décisions autonomes, éclairées et se ranger systématiquement aux décisions que l'autre va vous amener à prendre sans que vous ayez la capacité à voir sa manipulation. On a eu à traiter des cas notamment dans les sectes, des personnes qui étaient sous l'emprise de gourous de ces sectes qu'il a fallu les extraire à cet enfer. Nous avons justement géré un cas très récemment où une riche héritière était sous l'emprise d'un voyant particulièrement manipulateur et qui cherchait à profiter de sa situation, notamment financière.
Pour la ramener à la raison, nous avons puisé dans ses souvenirs d'enfance, notamment des souvenirs particulièrement agréables, et pour cela, on lui a montré des photos d'elle, anciennes photos d'elle. Ce qui lui a permis en fait de créer un électrochoc malgré elle, voilà, et de revenir à des valeurs qui lui étaient propres et de récupérer la raison qu'elle avait perdue. Désormais, vous êtes prêts à négocier. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.